Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre participation au webinaire Mine et Environnement organisé par l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Le webinaire d'aujourd'hui s'intitule « Monitoring des méthodes de restauration et performance à long terme des ouvrages ». Je me présente, Stéphanie Duchesne, directrice du service des communications et du recrutement de l'UQAT, et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire aujourd'hui. Permettez-moi tout d'abord de vous transmettre quelques points d'information. Aujourd'hui, ce sont les professeurs de l'Institut de recherche en mines et en environnement de l'UQAT qui sont également les coéditeurs du livre dont les chapitres font l'objet des différents webinaires Mines et environnement, Mme Marie Guitoni et M. Bruno Bussière, qui agiront à titre de conférenciers. À noter que cette présentation est enregistrée et sera disponible par la suite sur le site Web des webinaires. L'ensemble des présentations est également disponible à cet endroit. La communication sera possible via les outils Converser et questions-réponses situés en bas de votre écran. À noter qu'une période de questions d'une durée d'environ 10 minutes est prévue à la fin des présentations. Ainsi, j'invite la professeure Guitoni à faire le mot d'introduction. Merci Stéphanie. Bonjour à tous et bienvenue à ce 8e webinaire en mines et environnement basé sur le contenu du livre Hard Rock Mine Reclamation From Prediction to Management of Acid Mine Drainage. Pourquoi avons-nous fait ce livre? Eh bien parce que les connaissances sur la restauration des sites miniers, qui est une science relativement jeune, étaient mûres pour être actualisées et rassemblées en un seul ouvrage. Ce livre est destiné principalement aux professionnels du secteur minier, qu'ils soient ingénieurs ou professionnels en géo-environnement, toutes les personnes qui œuvrent à concevoir des méthodes de restauration performantes. Il est destiné aussi aux étudiants de 2e et 3e cycle. Ce livre est un ouvrage collectif, mais dont le contenu a été intégré. C'est un contenu interdisciplinaire qui a été rédigé par 10 auteurs et autrices principaux, qui sont des expertes et des experts dans leur domaine reconnus internationalement. Aujourd'hui, notre webinaire est le 8e de la série. Pourquoi avons-nous fait ces webinaires? C'est principalement pour transférer les connaissances du livre au public francophone, parce que tous nos webinaires sont en français. Nous avons déjà réalisé 7 webinaires que vous pouvez retrouver sur le site web de l'UQAT. Ils ont tous été enregistrés et peuvent être vus a posteriori pour ceux qui les auraient manqués. Aujourd'hui, notre 8e webinaire va porter sur le contenu du chapitre 10 du livre, qui porte sur le suivi de la performance des sites restaurés. Ce chapitre est un chapitre multidisciplinaire qui a été écrit par de nombreux auteurs. Je n'ai pas la diapositive à l'écran, donc je ne pourrais pas vous dire le nom de tous les auteurs, mais c'est Bruno Bussière et moi-même aujourd'hui qui allons vous en présenter le contenu. Je vais repasser la parole à notre directrice des communications, Stéphanie Duchesne, pour présenter nos biographies, puis ensuite la conférence commencera. Merci, professeur Guitoni. Avant d'aller plus loin, permettez-moi donc de vous en dire davantage sur nos conférenciers d'aujourd'hui. Le docteur Bruno Bussière est professeur titulaire à l'Institut de recherche en mines et en environnement de l'UQAT, directeur scientifique de l'Institut de recherche en mines et environnement UQAT Polytechnique depuis 2012 et titulaire de la chaire de recherche industrielle CRSNG UQAT en restauration des sites miniers depuis 2015. Ingénieur minier, il est également titulaire d'une maîtrise et d'un doctorat en hydrogéologie et environnement minier de l'École polytechnique de Montréal. Ses expertises sont en lien avec la gestion et la restauration des sites d'entreposage des rejets miniers, incluant le contrôle du drainage minier acide et du drainage neutre contaminé, la modélisation numérique de l'écoulement en conditions non saturées dans les sols et les rejets miniers, la caractérisation des résidus miniers et des roches stériles, le traitement passif des eaux minières contaminées et la prédiction de la qualité des eaux minières. La docteure Marie Guitoni est professeure-chercheur à l'Institut de recherche en mines et environnement à l'UQAT depuis 2013. Biologiste de formation,
Elle est titulaire d'un diplôme d'études approfondies et d'un doctorat en biosciences de l'environnement de l'Université d'Aix-Marseille en France. Ses expertises sont en lien avec la végétalisation et la restauration des sites miniers, le reboisement et la renaturalisation des sites miniers, les interactions entre plantes, sols et matériaux miniers, ainsi que la prise en compte des effets des plantes sur la performance des systèmes de recouvrement utilisés en restauration minière. Je vous souhaite donc une excellente présentation. Professeur Bussière, je vous cède maintenant la parole. Merci beaucoup, Stéphanie. Donc, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire qui va porter sur le chapitre 10 du livre Hard Rock Mine Reclamation for Prediction to Management of Acid Mine Drainage. Je vais faire la première partie du webinaire. Donc, je vais faire l'importance du suivi de la performance et puis je vais présenter les principaux paramètres à monitorer jusqu'à la partie végétation. À ce moment-là, Marie va prendre le relais et elle va terminer également la présentation du webinaire en discutant de stratégies de monitoring. Pourquoi faire le suivi? Ici, on vous présente dans cette diapo l'approche méthodologique typique lorsque l'on veut concevoir un système de restauration. On a différentes étapes, puis dans ces étapes-là, on va s'assurer dans un premier temps, de bien connaître les matériaux que l'on souhaite utiliser pour la restauration. On va également valider différents scénarios, différentes techniques, soit à l'échelle du laboratoire, soit à l'échelle du terrain, à l'échelle réduite, évidemment. On va également prendre un maximum d'informations sur le site, donc les conditions climatiques, la végétation autour du site, les matériaux qui sont disponibles. Donc, tout ça va se faire au départ pour éventuellement proposer un design, donc une conception d'un système qui va permettre de contrôler la problématique. Et lorsqu'on va construire cette méthode de restauration-là, on va vouloir en parallèle instrumenter notre site aux endroits stratégiques pour être en mesure de mesurer la performance. Donc, l'étape d'auscultation et de suivi va se poursuivre pendant plusieurs années. On va analyser ces résultats-là et si jamais le système ne répondait pas aux attentes, à ce moment-là, il faut réajuster notre conception puis faire des mesures correctrices. Donc ça, c'est l'approche générale. Aujourd'hui, on va focaliser sur la partie instrumentation. Donc, ici, je vais mettre mon pointeur. Donc, cette partie-là ici, l'instrumentation et l'auscultation et suivi. Ça sera, disons, le sujet de la présentation d'aujourd'hui. Les paramètres à monitorer maintenant. On va regarder là, les principaux types de paramètres qu'il faut mesurer sur le terrain pour évaluer la performance des systèmes de restauration. On va parler paramètres météorologiques, on va parler paramètres hydrogéologiques et hydrologiques. On va parler qualité d'eau aussi, parce que la qualité d'eau, c'est un aspect important du suivi. Pour certaines techniques, il faut également regarder la migration des gaz dans nos systèmes. Pour d'autres techniques, la température est particulièrement importante à mesurer. Et finalement, pour plusieurs des systèmes de restauration, il y aura de la végétation qui va être installée suite à la restauration. Et il faut également monitorer cette végétation-là dans le temps. Donc, commençons par la partie météorologique, les paramètres météorologiques. Lorsque l'on conçoit un système de restauration, l'interaction entre notre système et l'atmosphère est inévitable. Donc, si on veut bien comprendre comment va réagir notre système lorsqu'il subit des interactions avec l'atmosphère, il faut connaître ces conditions-là atmosphériques. Donc là, on parle de météorologiques. On va vouloir connaître les paramètres tels la température, l'humidité relative, la pression atmosphérique, les précipitations autant sous forme solide que liquide, donc les précipitations sous forme de pluie, les précipitations sous forme de neige. On va s'intéresser à la radiation, on va s'intéresser également à la vitesse et à la direction des vents. Des stations météorologiques typiques, c'est des choses qui sont facilement disponibles sur le marché. Vous avez un exemple à la photo de droite et il faut y aller avec une fréquence de mesure qui est relativement importante pour pouvoir bien suivre les cycles climatiques. J'ai à la diapo suivante des exemples. Il y a également, je voulais présenter la neige. La neige, c'est également un paramètre
pour certains types de recouvrement qui peuvent avoir une influence, sur le comportement du système. Donc, on peut installer une règle puis mesurer les épaisseurs de neige de façon régulière. Il existe également des appareils plus sophistiqués pour mesurer l'épaisseur de neige à l'aide de méthodes soniques, mais ça peut être un paramètre qui est important également de mesurer. Et vous avez à droite là, un exemple de suivi de paramètres météorologiques, autant en termes de précipitation, température de l'air, humidité relative, radiation nette et de la vitesse des vents. Donc, vous avez ici l'information de base que vous allez ensuite utiliser pour valider que les conditions climatiques que vous observez sur le terrain ressemblent à ce que vous aviez prédit ou ce que vous avez utilisé à l'étape du design. Et si jamais il y avait une évolution dans le temps, bien, vous seriez en mesure de pouvoir voir cette évolution. Autre paramètre important, ce sont les paramètres qui sont reliés au comportement hydrogéologique et hydrologique. Je vais commencer par l'hydrogéologie, l'eau souterraine. La partie saturée, bien, le paramètre principal qu'il faut mesurer, c'est la charge hydraulique. La charge hydraulique, c'est l'énergie en un point que l'on retrouve et selon la cartographie de l'énergie, si vous voulez, bien, l'eau va s'écouler du point avec le plus d'énergie au point qui a le moins d'énergie. Comment on mesure cette énergie-là en hydrogéologie? On parle de charge hydraulique. On va utiliser des piézomètres pour mesurer cette charge hydraulique-là. Il en existe de différents types. J'en ai présenté les 4 principaux types là, sur le tableau à droite. Vous avez le piézomètre ouvert, le piézomètre hydraulique, le piézomètre pneumatique et le piézomètre à corde vibrante. À gauche, c'est la figure de celui qui est le plus utilisé, je dirais, en restauration, le piézomètre à tube ouvert. Vous voyez, il y a une crépine au bas ici, là, et à cette crépine-là, on place un matériau imperméable, ici de la bentonite, afin d'isoler. Donc, l'eau qui s'écoule va rentrer dans ma crépine, et selon l'énergie de cette eau-là, il va y avoir une hauteur d'eau que je vais mesurer, et cette hauteur d'eau-là correspond à ma charge hydraulique. Donc, ça, c'est un paramètre qui est important de connaître. Et vous avez un exemple sur un site où on a plusieurs points où on tente de connaître la position de la hauteur d'eau, du niveau phréatique, et on va suivre ça dans le temps. Et ce qu'on voit à droite, c'est en couleur verte, c'est une prévision par un modèle numérique, une prédiction par un modèle numérique. Et on peut à ce moment-là voir si notre modèle qu'on a utilisé est bien capable de reproduire les conditions sur le terrain. Si oui, après, bien, on peut penser que notre modèle nous donne des réponses qui sont représentatives de ce qu'on observe sur le terrain. Et on pourrait ainsi tester d'autres scénarios, par exemple. Ça, c'est le comportement qu'on a aujourd'hui en 2021. Mais si on veut savoir quel serait le comportement en 2100, bien, on pourrait utiliser les modélisations numériques, changer les conditions frontières météorologiques sur le dessus et obtenir des résultats. Puis comme ça, on peut se projeter dans le temps. Donc, c'est très utile d'avoir ces données-là de terrain parce que ça nous permet de valider que nos modèles qu'on a utilisés à l'étape du design sont efficaces pour représenter la réalité. Il y a la partie saturée, donc le piézomètre, et il y a la partie non saturée. Donc, ce qui est au-dessus de la nappe phréatique, nos recouvrements qu'on place sur les systèmes de restauration sont souvent au-dessus de la nappe phréatique. Et à ce moment-là, on va se retrouver en conditions qu'on appelle non saturées. Et les paramètres importants à mesurer dans les conditions non saturées, c'est la teneur en eau volumique et la succion. Pour ce qui est de la teneur en eau volumique, c'est donc le volume d'eau dans un volume de sol donné. Pour connaître ça, il existe différentes techniques. Il y a la sonde à neutrons, le TDR qui veut dire Time Domain Reflectometry, le FD qui est la Frequency Domain. Vous avez les méthodes géoélectriques et vous avez les méthodes radar. Ce qu'on retrouve pour le suivi présentement des sites miniers, c'est surtout les TDR et les FD. Vous avez des images ici. Ici, ce que vous avez, c'est un TDR. Ici, c'est un FD. Les deux mesurent un paramètre du sol qu'on appelle la constante diélectrique. Et la constante diélectrique est directement reliée à la quantité d'eau dans le sol. Plus il y aura d'eau dans le sol, bien, ça va influencer la constante diélectrique. On est capable de relier les deux. Mais en plus de ça, il faut souvent avoir une courbe de calibrage pour chaque matériel. Donc, si vous placez votre sonde FD ici dans un matériau silteux, bien, on recommande de faire pour ce matériau-là une courbe de calibrage où c'est la réponse du senseur versus la teneur en eau volumique mesurée dans un volume que vous connaissez. Donc, au laboratoire, vous connaissez votre volume, vous placez un matériau à une certaine teneur en eau, vous connaissez la valeur et vous regardez ce que la sonde donne. Bon, dans un monde idéal, ça serait la même chose, mais parfois, ça ne l'est pas et vous devez donc corriger vos mesures. La partie calibrage est importante pour les sondes FD et les sondes TDR quand vous voulez installer ça dans vos systèmes de recouvrement pour vous assurer d'avoir des valeurs qui sont le plus précises possible.
Fait que ces équipements-là vont nous permettre de connaître la quantité d'eau qu'il y a dans le sol qui est placée au-dessus de la nappe phréatique. En parallèle, l'écoulement non saturé, c'est beaucoup une relation entre la quantité d'eau. Ici, c'est vrai, j'avais des résultats à vous montrer. J'avais oublié ça. Vous voyez, ces résultats-là, c'est les valeurs données par le senseur. Et vous voyez, il y a des parties où la valeur est beaucoup plus faible. C'est simplement que le senseur donne la valeur de la teneur en eau liquide. Si l'eau gèle durant l'hiver, ben, le senseur, il ne comptera pas cette glace comme étant de l'eau, d'où les valeurs plus faibles. Et quand ça refond au printemps, ben, on retrouve des valeurs. Mais ça nous montre qu'on est capable de suivre les teneurs en eau dans le temps et ça nous permet, nous, de relier ça à la performance du système, par exemple, pour contrôler soit l'infiltration d'eau ou encore l'infiltration, la migration des gaz. Je parlais de succion. Succion, c'est l'autre paramètre important. Donc, en conditions non saturées, la quantité d'eau va dépendre de la succion dans le sol, de la pression dans le sol. Elle sera négative. Plus cette succion-là va être grande, moins il y aura d'eau dans le sol. Ce qu'on va vouloir savoir, c'est quoi l'ampleur de cette succion-là. Il y a différents équipements qui peuvent être utilisés. Vous avez ici le tensiomètre, le bloc de gypse, la matrice granulaire, le senseur à matrice granulaire et le senseur à dissipation de chaleur. Bon, le tensiomètre, rapidement, c'est le plus simple. Lui, il se met en équilibre avec le sol et selon la succion, donc ça tire, l'eau va être tirée vers là et avec un capteur, on est capable de connaître c'est quoi la succion qui est exercée par le sol. Les autres, ce sont des techniques indirectes. La matrice ici s'équilibre avec le sol et il y a une courbe de calibrage entre la quantité d'eau dans la matrice et la succion qui nous permet de déduire la succion. Ces techniques-là, l'avantage du tensiomètre, c'est que c'est très précis, mais ça ne va pas à des succions très élevées. Alors que le bloc de gypse ou encore de matrice granulaire sont capables d'aller à des valeurs plus élevées, mais sont moins précis à des valeurs faibles. La dissipation de chaleur, c'est un peu la même chose, peut aller à des valeurs très grandes, mais pas très précis pour les valeurs faibles. Donc, selon ce que vous voulez mesurer, vous allez choisir votre type de senseur et vous allez les installer sur le site pour mesurer la succion. Exemple de résultat, au site Lorraine, où on a placé, vous voyez, des senseurs de teneur en eau volumique et de succion côte à côte pour connaître le comportement non saturé. Vous avez ici les résultats des senseurs qui ont été placés à 4 niveaux plutôt, et vous avez les résultats de l'évolution dans le temps de la succion. Évidemment, les senseurs situés près de la surface, l'évaporation a tendance à faire augmenter la succion, des valeurs plus élevées, alors que les autres, vous pouvez suivre les valeurs. Et tout ça, la valeur de succion, teneur en eau, c'est relié à la performance du système et vous êtes capable, en connaissant bien l'évolution de ces propriétés-là, d'estimer la performance de votre système de recouvrement et de valider que ça correspond à vos attentes. Autre paramètre hydrogéologique important que l'on peut connaître grâce au lysimètre, c'est l'évaporation et la percolation, même deux paramètres dans ce cas-là. Le lysimètre, c'est quoi? C'est comme si on prenait une tranche dans mon sol et avec mon recouvrement et mon résidu et que je mesurais le comportement de cette tranche-là en détail. Je mesurais son poids, quand c'est un lysimètre à poids, on va mesurer la masse de ça et on va mesurer l'eau qui percole ici et qu'on récupère là. Et on connaît les précipitations qui tombent en ayant évidemment une station météorologique près. Et quand on a les précipitations, on a l'eau qu'on récupère ici et qu'on a la masse qui évolue. Vous voyez ici, il fait beau, pas de pluie, la masse diminue parce qu'il y a de l'évaporation. De la pluie, hop, la masse augmente à l'intérieur de mon lysimètre. Donc, je suis capable de faire le lien faire le bilan entre ce qui rentre, ce qui sort et ce que je récupère ici et ce qui s'accumule à l'intérieur. Et ça va me permettre de bien connaître le comportement, si vous voulez, le bilan hydrique de mon système. Le défi dans ces lysimètres-là, c'est de s'assurer que le fait qu'on bloque ici, vous savez, ici, là, c'est plus le sol, là, on récupère. Il faut s'assurer que le comportement à l'intérieur ici correspond à ce qu'il y a à l'extérieur. Sinon, on obtient des résultats qui ne sont pas nécessairement représentatifs de la réalité. C'est pour ça qu'on place toujours à l'intérieur de ces systèmes-là des senseurs à l'extérieur et à l'intérieur pour s'assurer que les conditions à l'intérieur et à l'extérieur sont similaires. Comme ça, après, on est sûr que les résultats qu'on obtient sont représentatifs de la réalité. Donc, le lysimètre, c'est un outil qui peut être utile pour mieux comprendre les bilans d'eau. Méthodes hydrogéophysiques, bien ça, c'est les méthodes qui consistent à injecter du courant. On place des pièces de métal connectées à un système électrique et on injecte du courant et on regarde comment va réagir le sol, les différentes couches de sol. Et ça, selon la réaction, on va pouvoir ramener ça à une conductivité électrique.
Et la conductivité, elle est directement reliée, comme vous voyez dans ce schéma ici, à la teneur en eau. Fait que si j'ai un mapping, une image de la conductivité, dans le fond, je peux la transformer en image de la teneur en eau. Et si je fais ça à différents temps, bien, je vais être en mesure de voir un peu le processus d'écoulement, le processus de comportement hydrogéologique du système et de relier éventuellement ce comportement-là à la performance. Le grand avantage de ce genre de système-là, c'est qu'on a des volumes d'investigation importants. Alors que le senseur, c'est peut-être 5-10 cm autour du senseur que l'on mesure. Et si on parle de parcs à résidus de plusieurs centaines d'hectares, vous voyez que les volumes qu'on investigue sont relativement petits par rapport au volume total. Ici, ça nous permet d'augmenter ce ratio-là, c'est-à-dire d'avoir un volume d'investigation beaucoup plus important. C'est des techniques en développement, c'est des techniques qui sont présentement de plus en plus étudiées et qu'on risque de voir de plus en plus dans le suivi des sites restaurés. Maintenant, les paramètres hydrologiques. C'est quoi les paramètres hydrologiques? C'est les eaux de surface. Quand on a un site restauré, on veut savoir combien d'eau va circuler autour du site et sortir du site. On va vouloir connaître les débits, évidemment la qualité, qui est un autre sujet, là, mais au niveau des volumes, ça va être important. Il existe différents outils, des méthodes directes, des méthodes indirectes. Vous avez ici le bon vieux V-Notch, c'est une boîte avec un V, et selon la hauteur de l'eau, le débit qui va rentrer, on va calibrer le débit en fonction du niveau d'eau dans notre V ici. L'autre ici, c'est un peu le même principe. Vous voyez, c'était placé ici à l'effluent final. L'eau se ramasse ici et sort là. Et selon la hauteur d'eau dans l'espace qu'on a créé à la sortie, on va être capable d'estimer les débits. Évidemment, nous, ce qu'on va vouloir aussi, l'autre technique, c'est de mesurer la vitesse. Si on connaît la forme du canal et que je connais la vitesse de l'eau qui passe d'un point à l'autre, je vais être également capable d'estimer le débit. Et ce qu'on va vouloir connaître, c'est aux endroits où l'eau se ramasse, on va vouloir connaître c'est quoi l'évolution des débits en fonction des précipitations, en fonction des différents cycles de l'année, puis pour avoir une bonne idée de comment l'eau de surface est gérée sur le site, et ça va nous permettre de faire éventuellement des bilans importants. Puis les volumes, c'est quand même important. Avec la qualité, ça va nous donner une idée de la charge qui se retrouve dans l'environnement. Qualité d'eau, je le disais tantôt, c'est important. Qualité d'eau, la qualité des eaux souterraines et la qualité des eaux de surface. Les deux sont importants. Vous avez des techniques, c'est très standardisé. Il y a beaucoup de normes pour faire ces échantillonnages-là. Vous avez dans le livre et dans ces tableaux-là ici tous les normes ASTM pour l'échantillonnage des eaux de surface, des eaux souterraines. Et vous avez aussi les paramètres importants qu'il faut habituellement mesurer avec les méthodes que l'on retrouve pour évaluer, par exemple, la quantité de métaux, le pH, la conductivité électrique, etc. Donc ça, c'est normé. La réglementation va vous imposer des fréquences de mesure de la qualité d'eau. Vous allez devoir démontrer que vous êtes à des valeurs qui sont inférieures à des critères qui vous sont également imposés par la réglementation. Donc c'est une partie importante là, du suivi des sites restaurés. La qualité d'eau, des exemples, vous voyez, ça c'est un exemple où on a de l'eau qui rentre dans un système de traitement passif, l'eau à l'entrée, l'eau à la sortie, et on regarde l'amélioration, puis on s'assure qu'on atteint les normes qui sont imposées par le gouvernement. Au niveau de l'eau souterraine, vous voyez, vous avez un site avec plusieurs points là, qui sont des piézomètres installés un peu partout sur le site. L'eau a été échantillonnée de façon régulière et ça vous donne une espèce de cartographie dans ce cas-ci, c'était la conductivité électrique. La conductivité électrique, c'est relié à la contamination des eaux. Plus elle est élevée, plus il y a des risques que votre eau soit contaminée en métaux. Et vous voyez que ça vous permet d'identifier les points chauds. Et les endroits où on va pouvoir évaluer dans le temps comment ça s'améliore, mais en connaissant bien la distribution géographique là, de la contamination, ça va vous aider à bien comprendre l'influence de la méthode de restauration sur la qualité des eaux souterraines. Évidemment, là, c'est un cas où un site qui a oxydé et qui a contaminé l'eau pendant plusieurs années. Donc, l'eau est contaminée, on va placer de la restauration, puis tranquillement, l'eau va s'améliorer et ça va vous permettre de voir cette évolution-là. Si vous avez une barrière à l'oxygène, c'est sûr que l'oxygène va être un autre paramètre important à monitorer. Il y a deux choses qui peuvent être intéressantes à faire au niveau de la migration des gaz. Dans un premier temps, c'est de mesurer la concentration des gaz dans le sol. Vous voyez ici, c'est un exemple où vous avez une pointe avec des ouvertures au bas seulement.
Et là, au bas, ben, le tuyau ici, on va le connecter à une pompe, puis on va pomper le gaz, on va mesurer sa qualité avec un senseur et sa concentration. On va pouvoir voir combien d'oxygène il y a dans mon sol à un endroit donné. Donc ça va nous permettre de comprendre la migration des gaz. Il y a aussi une technique qu'on appelle consommation d'oxygène. On insère un cylindre dans le sol, on laisse un espace ici, et on va regarder à quelle vitesse, pendant un certain nombre de jours, la concentration se diminue dans l'espace ici. Donc, plus le système va permettre au gaz de s'infiltrer, ce qu'on ne souhaite pas, là, on souhaite que ça soit très faible, bien, plus cette concentration-là va diminuer rapidement. Et si mon système est très efficace, bien, la variation de la concentration va être très lente. Donc, c'est une autre technique pour nous permettre d'évaluer la performance d'un système de restauration qui vise à contrôler la migration des gaz. Là, je vous présente deux résultats pour les deux techniques. Consommation d'oxygène, donc je mesure au début la concentration en... Oups, j'ai perdu mon pointeur. Recommençons. On voit la diminution de la concentration d'oxygène dans le temps sur 4 jours. Cette valeur-là, on la modélise avec un logiciel qui nous permet d'estimer le DE ou la capacité du gaz à passer à travers le sol. En ayant le DE, je suis capable d'estimer le flux de gaz qui va passer à travers mon recouvrement. Et c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que mon système est efficace ou il n'est pas efficace à contrôler la migration des gaz? Pour l'autre technique, bien là, ici, j'avais deux pointes, une pointe qui allait à un niveau et une pointe qui allait à un autre niveau. J'ai mesuré la concentration des gaz aux deux niveaux. J'ai un gradient, ça veut dire une variation de concentration selon la profondeur. Connaissant cette pente-là, je peux l'insérer dans une équation ici. Si je connais la quantité d'eau dans le sol, je suis capable de connaître le DE. Et en multipliant mon gradient par le DE, j'obtiens un flux qui passe à travers mon système. C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que mon système est efficace, oui ou non, pour contrôler les flux de gaz? Dernier paramètre, et non le moindre, là, avant la végétation, c'est la température du sol. Donc là, j'ai parlé de la concentration d'oxygène et le prochain, c'est la température du sol. La température du sol, c'est particulièrement important quand vous installez un recouvrement isolant. Vous vous souvenez, le recouvrement isolant, l'objectif, c'est d'intégrer nos résidus au pergélisol. Pour cela, on place un recouvrement qui va, lui, subir les cycles de gel-dégel. Évidemment, là, si on veut comprendre comment se comporte un recouvrement comme ça, la température, c'est le paramètre clé. Je dois comprendre comment migre la température dans mon système de recouvrement, dans mes résidus et même dans la fondation en dessous de mes résidus. Et pour ça, je vais installer on appelle ça des chaînes de thermistance espacées stratégiquement pour connaître la distribution de la température autant à toutes les saisons. Et ça va me permettre de voir comment la température migre dans mon système et de voir si je suis en mesure de maintenir gelé en tout temps les résidus et ainsi réussir à contrôler la génération de drainage mini-acide. Donc ça, vous avez des espacements. Normalement, plus on va profondément, moins c'est espacé, puis plus on est près du recouvrement, bien, plus on va mettre de senseurs. Donc, exemple de résultat, c'est tiré des travaux de Vincent Boulanger-Martel, où ce qu'on voit, c'est la variation les profils de température, autant pour deux recouvrements, un de 2 mètres, un de 4 mètres. Puis on voit qu'en ayant une bonne définition, bien, on est capable de voir l'évolution de la température selon les saisons. Ce que vous avez, là, c'est des moyennes mensuelles. Évidemment, ceux qui sont en rouge, c'est les mois les plus chauds, et ceux qui sont en vert à gauche, c'est les mois les plus froids. On a comme ça une bonne indication du comportement thermique et on voit que selon que c'est 2 mètres, 4 mètres, bien, ce sont des comportements qui sont différents et ça nous permet d'estimer la performance des deux systèmes en connaissant bien la température que l'on a dans nos résidus et dans notre recouvrement. Fait que voilà, mon travail à moi est terminé. Je vais laisser maintenant Marie faire la partie sur la végétation. Donc, je prends le relais. Merci Bruno sur les paramètres de végétation. Je vais voir si... Donc pour les paramètres de végétation, il y a deux grandes catégories de paramètres. Les premiers... Ah, ça y est, vous voyez le PowerPoint, c'est super. Donc les premiers vont permettre d'évaluer le succès de végétalisation. Et l'autre grande catégorie va concerner les paramètres qui peuvent être intégrés dans les modèles numériques qui permettent d'évaluer la performance des systèmes de recouvrement sur les sites restaurés.
On va commencer par les paramètres en lien avec le succès de végétalisation. Souvent, ces paramètres vont être mesurés sur les parties aériennes des plantes. Ils sont en lien avec la composition de la communauté de plantes qui permet d'évaluer la valeur écologique du site végétalisé et qui permet aussi de détecter la présence éventuelle d'espèces exotiques envahissantes qui vont devoir être gérées si jamais elles sont présentes sur le site. La première étape pour étudier cette composition de la communauté de plantes consiste à réaliser un inventaire floristique qui correspond simplement à dresser la liste des espèces. Donc cet inventaire floristique, il correspond à la liste des espèces qui sont présentes sur une certaine surface du site végétalisé. Pour le dresser, il est important de savoir sur quelle surface minimale on va devoir faire le relevé des différentes espèces présentes. Et pour cela, on utilise la technique de l'aire minimale. Vous voyez le tableau à l'écran et la courbe correspondent à la mise en pratique de cette technique de l'aire minimale. On fait un relevé des différentes espèces présentes sur une petite surface. On peut commencer par 1 mètre carré par exemple. On note ces espèces. Ensuite, on double la surface et on note à chaque fois qu'on double la surface le nombre de nouvelles espèces qui sont présentes dans le relevé. Puis on dresse la courbe du nombre cumulé d'espèces dans le relevé en fonction de la surface sur laquelle on fait le relevé. Et lorsqu'on atteint un plateau, comme sur la courbe, eh bien, on peut considérer que la surface sur laquelle on a fait l'inventaire est suffisante pour être représentative de la communauté de plantes sur notre site. À partir des espèces présentes dans l'inventaire floristique, on va pouvoir calculer des indices de diversité. Le plus connu est l'indice de richesse spécifique qui consiste simplement à regarder le nombre d'espèces différentes présentes dans notre inventaire. Mais on peut aussi calculer des indices de diversité qui tiennent compte de l'uniformité, de la représentativité des différentes espèces dans la communauté. Et ces indices, généralement, plus ils sont faibles, plus la communauté de plantes va comporter un faible nombre d'espèces et va avoir quelques espèces qui dominent par rapport aux autres. On peut également mesurer le succès de végétation avec des paramètres qui vont permettre de mesurer la production végétale. Cette production va être liée notamment au verdissement du site végétalisé, si on a un objectif de verdissement, et également à l'efficacité du contrôle de l'érosion en lien avec la couverture végétale qui se développe sur le site végétalisé. Les paramètres vont être différents selon que notre communauté est une communauté de petites plantes ou de plantes nombreuses, comme par exemple pour des végétations de type herbacée où il y a des graminées notamment. Dans ce cas, on va utiliser comme paramètre le taux de recouvrement ou la biomasse aérienne. Si on a des communautés avec des plantes individualisées ou de plus grande taille, comme par exemple des arbustes ou des arbres, dans ce cas, on va plutôt travailler avec la densité qui consiste à relever le nombre d'individus par surface, ou bien dans le cas de plantation, à suivre le taux de survie ou bien la croissance et la croissance en hauteur et en diamètre des individus. Le taux de recouvrement peut être estimé visuellement, mais il existe des méthodes aussi pour le mesurer qui évitent les biais liés à l'observateur et qui sont plus précises. Je vais vous en présenter une, c'est celle des points quadrats. Qui peut être utilisé sur des transects, comme vous voyez à l'écran, donc des lignes avec des points de mesure répartis de manière systématique. Et elle peut être également utilisée sur ce qu'on appelle des quadras, qui sont des surfaces, comme à l'écran, sur lesquelles on va réaliser un quadrillage et chaque point de mesure se trouvera à l'intersection de la grille, donc sur le quadrillage. À chaque point de mesure, on va déplacer une tige fine et lorsque pour un point de mesure donné, une espèce X touchera la tige, on va la compter présente. Si aucune espèce ne touche la tige, on compte absence de toute espèce végétale. Ensuite, on va pouvoir calculer le taux de recouvrement de chaque espèce ou de la végétation dans son ensemble
en faisant la somme de tous les points de mesure où l'espèce X, par exemple, a été comptée comme présente sur le nombre total de points de mesure multiplié par 100. Si on est en présence d'une végétation jeune, quelques années après végétalisation, donc une végétation souvent sur les sites végétalisés herbacés, qui peut comporter des arbustes, les surfaces à échantillonner peuvent être assez limitées. Ces techniques sont bien adaptées. Cette technique est intéressante parce qu'elle permet des mesures répétées, elle est non destructrice. Si on veut travailler plutôt à l'échelle du site avec une végétation de plus grande taille, on peut utiliser la télédétection pour calculer le taux de recouvrement. Pour mesurer la densité, on va travailler sur des placettes d'une surface déterminée. Pour des végétations herbacées avec des arbustes, on peut travailler sur des placettes d'une surface de 6 mètres carrés, par exemple, qui vont être réparties de manière répétée sur des transects. Et dans chaque placette, on va compter le nombre d'individus qu'on observe pour chaque espèce qu'on veut inclure dans notre relevé. On passe à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Merci. On passe aux paramètres de végétation à inclure dans la modélisation hydrogéologique non saturée, en particulier pour calculer, pour prendre en compte l'influence des plantes et de la végétation sur l'évapotranspiration. C'est important d'intégrer ces paramètres dans cette modélisation pour évaluer la performance des recouvrements à long terme et concevoir des designs robustes, parce que même si on ne végétalise pas les sites sur lesquels on installe des recouvrements, on sait que la végétation environnante va avoir tendance à recoloniser ces sites, donc il est important de tenir compte de cette végétation. Le premier paramètre important est l'indice de surface foliaire, ou LAI. C'est tout simplement la surface de la face supérieure des feuilles ou des parties vertes des plantes, rapportée à la surface du sol où cette surface foliaire est mesurée. Ce LAI est important car il permet dans les modèles de calculer la transpiration potentielle associée à la végétation. Sur la photographie à l'écran, vous voyez qu'on a utilisé une surface connue, un quadrat sur lequel on a coupé, donc on a fait une mesure directe de LAI, on a coupé toute la végétation, les parties aériennes des plantes, on a mesuré au laboratoire la surface foliaire des parties vertes, donc ça peut nécessiter un tri, ça peut être assez long, et ensuite on a rapporté cette surface cumulée de parties vertes à la surface échantillonnée pour calculer le LAI, puis pour la végétation sur la photo, on a trouvé un LAI entre 2 et 3. Pour des végétations de type arbres, donc forestières par exemple, où les plantes sont plus grandes, on peut utiliser des méthodes indirectes pour mesurer l'indice de surface foliaire, en utilisant notamment le facteur de transmission de la lumière au travers de la canopée des arbres, avec des capteurs optiques. Puis à l'échelle d'un site, on peut aussi utiliser la télédétection pour mesurer ce LAI. Le deuxième paramètre important à mesurer sur les sites végétalisés, si on veut intégrer l'effet de la végétation dans la modélisation pour évaluer la performance, c'est la profondeur maximale des racines de la végétation. Celle-ci va être importante pour déterminer toute la zone du recouvrement, des matériaux de recouvrement qui vont être affectés par le pompage d'eau par les racines. Et cette profondeur maximale, en général, on peut la mesurer en réalisant des tranchées d'observation verticale sous les plantes sur lesquelles on va venir regarder jusqu'où se rendent les racines dans les matériaux de recouvrement. Je veux juste dire aussi que pour la profondeur maximale d'enracinement, pour les arbres, ça peut être de plusieurs mètres, donc prévoir de creuser des tranchées assez profondes. Dernier paramètre important pour la modélisation, la densité de longueur de racine, ou RLD. Donc ça, c'est un paramètre qui correspond à la longueur cumulée de racines dans un volume de sol donné. Ce paramètre, pour la modélisation, il est nécessaire de le mesurer de manière séquentielle sur toute la profondeur du sol
jusqu'à la profondeur maximale d'enracinement. Pourquoi? Parce qu'avec cette distribution du RLD en fonction de la profondeur, ça permet dans le modèle de distribuer la perte d'eau qui va être associée à la transpiration potentielle, donc qui elle est calculée avec le LAI comme on l'a vu, dans toute la zone affectée par le pompage racinaire. Vous voyez sur le montage des photographies que la technique principale pour mesurer ce RLD consiste à prélever des échantillons de sol de volume connu avec une carotteuse, puis de mettre ces échantillons sur des tamis et de les laver au laboratoire pour séparer les sédiments des racines. On récupère ensuite toutes les racines et on les scanne pour obtenir une image qui va être analysée grâce à des logiciels d'analyse d'image spécifiques, et ces logiciels vont nous donner la longueur cumulée de racines pour chaque échantillon de sol. À noter que la colonisation racinaire peut varier beaucoup autour d'une même plante. Il est donc recommandé de faire un échantillonnage à des distances croissantes de la plante pour avoir des valeurs de RLD représentatives pour cette plante. Dans tous les cas, pour les paramètres de végétation, il va être important d'utiliser une stratégie de mesure et d'échantillonnage qui est basée sur des méthodes statistiques. Pour la stratégie, elle va devoir être aléatoire, stratifiée ou systématique et inclure plusieurs répétitions. Une fois qu'on va avoir obtenu des moyennes représentatives pour nos paramètres d'intérêt, il va être intéressant de comparer ces moyennes avec des valeurs de référence qui proviennent d'écosystèmes de référence qui sont ceux qui sont visés, qui sont souhaités sur les sites végétalisés. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Je vais passer à la stratégie de monitoring pour faire un petit peu le bilan de ce qui a été présenté par Bruno et moi-même. Alors, cette stratégie de monitoring, ça va être important de bien la préparer. Puis la première étape va être la définition des objectifs quantitatifs qui sont associés à la performance de la méthode de restauration et des paramètres de suivi qui sont associés à ces objectifs et cette performance. Une fois que la liste des paramètres de suivi d'intérêt est établie, l'étape suivante va être la sélection des instruments qui vont permettre de mesurer ces paramètres de suivi. Cette sélection va se baser sur des critères de prix, bien sûr, mais aussi de précision des instruments et également de durée de vie. Une fois ces instruments sélectionnés, il va falloir décider où les placer dans le recouvrement et sur le site. Donc, localiser ces instruments. Ça va être important de considérer les zones critiques pour être sûr d'avoir des instruments dans ces zones critiques. Par exemple, si on travaille avec une CEBC comme méthode de restauration, et ça va être certain qu'il va falloir intégrer des instruments dans la couche de rétention d'humidité qui assument la fonction de barrière à l'oxygène. Si les instruments ont besoin d'être calibrés avant d'être installés, c'est à cette étape aussi qu'il faut le prévoir avant installation sur le site. Ensuite, il faut se poser la question, est-ce qu'il serait d'intérêt de répliquer certains instruments, notamment dans les zones critiques instrumentées et également pour les mesures qui sont d'importance capitale pour évaluer la performance. Ces instruments répliqués peuvent être du même type ou peuvent être différents aussi s'ils ont des précisions différentes. Il faut aussi réfléchir aux besoins de réplication si jamais on insère des instruments en profondeur dans les recouvrements et que si on avait besoin de revenir pour remplacer un instrument, ça engendre une perturbation. Dans ce cas, avoir des réplicas peut être intéressant. Le nombre de stations de mesure à considérer aussi, en fonction de l'homogénéité du site sur lequel on travaille, ça va être important de déterminer des zones relativement homogènes pour déterminer ce nombre de stations. Des zones homogènes en termes de pente, par exemple, ou d'horizontalité, en termes de profondeur de la nappe phréatique.
Et puis, dernier point à considérer pour préparer, définir cette stratégie de monitoring, la fréquence des mesures. Celle-ci va être plus intense, plus importante au début du suivi, après la construction, car on va vouloir valider rapidement si la méthode de restauration fonctionne comme prévu ou pas. Cette fréquence aussi va diminuer de manière générale avec le temps du suivi sur le site. Elle va augmenter avec la facilité de mesure du paramètre et elle va augmenter avec l'importance du paramètre pour évaluer la performance. Tout au long de la mise en œuvre du suivi, il va être très important de tester les instruments et de valider les mesures qu'ils donnent et éventuellement de les remplacer si on s'aperçoit qu'ils ne sont plus fonctionnels. C'est à ce moment-là aussi qu'il va falloir éventuellement corriger la stratégie si on s'aperçoit qu'il y a des choses qui manquent ou qui ne fonctionnent pas bien. Tout au long également du suivi dans le temps, ça va être important de manière régulière de faire une cueillette des données et de contrôler rapidement leur qualité dans les semaines qui suivent cette cueillette, puis de faire des rapports annuels qui vont rassembler les données, les analyser et qui vont permettre d'évaluer l'évolution de la performance au cours du temps. Voici un schéma qui récapitule les objectifs et les paramètres à mesurer selon différentes méthodes de restauration. On a considéré les barrières à l'infiltration d'eau, 2 types de barrières à l'oxygène, les couvertures à effet de barrière capillaire ou la monocouche avec nappe phréatique surélevée, et le recouvrement isolant. Vous voyez la liste des objectifs de restauration pour chaque technique. Les barrières à l'infiltration d'eau, on veut limiter l'infiltration d'eau. Les barrières à l'oxygène, limiter l'infiltration d'oxygène. Et pour le recouvrement isolé, maintenir les résidus gelés pour minimiser leur réactivité. Pour chaque technique, chaque méthode de restauration et chaque objectif, on peut dresser la liste des paramètres à mesurer et identifier les paramètres qui vont être essentiels, les plus importants à mesurer pour valider que la technique utilisée fonctionne, que la performance est au rendez-vous. Donc sur le schéma, ils sont indiqués en rouge. Vous voyez que pour toutes les techniques, il est important de prévoir de suivre la qualité d'eau et les données météorologiques. Puis ensuite, pour chaque technique, certains paramètres vont être importants à mesurer. Pour les barrières à l'infiltration d'eau, on doit mesurer la charge hydraulique, l'écoulement d'eau de surface, la percolation d'eau. Pour les barrières à l'oxygène, les teneurs en eau volumique, les suctions, la charge hydraulique, le mouvement des gaz et la réactivité, et également les paramètres associés à la végétation qui peut influencer la performance. Et finalement, pour les recouvrements isolants, la température du sol est essentielle, l'épaisseur de neige et le mouvement des gaz et la réactivité. Je vais vous donner quelques exemples de fréquences de mesure minimales qui peuvent être recommandées pour certaines catégories de paramètres. Donc pour les paramètres météorologiques, on parle d'une fréquence journalière ou aux 6 heures. Pour les paramètres hydrogéologiques, journalière, voire aux 6 heures durant les 3 à 5 ans après la restauration. Pour la qualité des eaux souterraines et de surface, ça va dépendre des exigences réglementaires, ça varie entre 2 à 4 fois par année. Pour les essais de consommation d'oxygène, c'est 1 à 2 fois par année que c'est recommandé. Et pour les paramètres de végétation, au début de la végétalisation, pour les premières années, ça serait au moins un suivi annuel. Une fois que la végétation est autosuffisante, 1 fois tous les 3 à 5 ans serait suffisant. Ma dernière diapositive, la diapositive de conclusion, je voulais juste mentionner, non, celle d'avant s'il vous plaît, merci, que le suivi est une étape vraiment importante pour valider la performance de la restauration et permettre un ajustement de la technique de restauration aux besoins, et que la stratégie de suivi devrait être élaborée le plus tôt possible, dès la construction si possible, être implémentée à long terme pour tenir compte de l'évolution éventuelle des matériaux, des effets des changements climatiques et aussi de l'évolution de la végétation. Merci beaucoup pour votre attention, puis on va passer à la période de questions avec Stéphanie. Donc, je vous remercie pour la présentation.
Donc, on va installer nos conférenciers pour pouvoir passer à cette période de questions qui va être d'une durée là, d'environ 10 minutes. Donc, on va dépasser là, quelque peu là, le 12h30. Donc, je me lance. Donc, une première en lien avec l'évapotranspiration. Concrètement, la transpiration potentielle des plantes influence quoi exactement dans le design ou dans la restauration des sites miniers? Alors, on a vu dans la liste des paramètres d'intérêt desquels il faut faire le suivi que les paramètres de végétation étaient particulièrement importants pour les barrières à l'oxygène. Pourquoi? Parce que dans le cas des couvertures à effet de barrière capillaire, dans le cas des monocouches à nappe phréatique surélevée avec une monocouche de granulométrie fine, donc où on veut utiliser cette couche pour faire une barrière à l'oxygène, on veut garder un haut degré de saturation dans une partie des matériaux du recouvrement. Lorsque de la végétation va être présente sur ces recouvrements et que les racines colonisent ces couches de matériaux qu'on veut garder avec un haut degré de saturation, eh bien, les racines vont pomper de l'eau qui va être perdue par transpiration, le phénomène d'évapotranspiration. Et ce pompage d'eau risque de désaturer les matériaux, de faire diminuer le degré de saturation, qui est la condition essentielle pour maintenir l'effet de barrière à l'oxygène. Donc quand on a un matériau saturé à haut degré de saturation, c'est ce qui limite, ce qui diminue le degré de diffusion de l'oxygène dans le matériau et permet de créer cet effet de barrière à l'oxygène. Merci beaucoup. Donc, en hiver, dans les régions avec la neige, comment peut-on mesurer le succès de la végétalisation? Est-ce que cette mesure est faite en été seulement? Oui, la plupart des paramètres que j'ai présentés sont des paramètres qu'on mesure pendant la durée de la saison de croissance. C'est sûr que sous les climats comme ici au Québec, où il y a une saison hivernale avec une couverture de neige, la végétation est en dormance. Il n'y a pas de prélèvement d'eau, l'évapotranspiration est faible ou inexistante, et donc on considère pour l'évaluation des paramètres, que ce soit pour le succès de végétalisation ou la mesure des paramètres à intégrer dans les modèles pour évaluer la performance, on mesure ces paramètres pendant la saison de croissance. Merci. Donc, vous nous avez présenté là, que les paramètres de monitoring se font à différents moments, donc au niveau des travaux de restauration. Quelle est la solution si le monitoring ne donne pas des résultats concluants? C'est ça, l'objectif du monitoring, c'est de détecter justement ces situations-là. À ce moment-là, il faut revenir à la conception, voir pourquoi ça ne fonctionne pas comme prévu. Ça peut être parfois parce que les matériaux n'ont pas les propriétés qu'on pensait. Ça peut être pour toutes sortes de raisons, des conditions frontières qui ne sont pas... Le niveau phréatique, par exemple, peut être plus bas que ce qu'on avait estimé, puis ça peut affecter le comportement hydrogéologique. Bref, c'est l'occasion, quand on voit qu'on n'atteint pas les objectifs, de remettre en cause sa conception, de réajuster la conception et d'arriver avec des options pour contrôler ou pour ajuster la performance, modifier la performance. Donc, ça peut être, par exemple, l'ajout d'un nouveau matériau. C'est peut-être des fois pas l'entièreté du site qui est problématique. Ça peut être seulement un secteur, bien qu'on peut faire des travaux sur ce secteur-là pour augmenter la performance. Mais évidemment, chaque cas va être particulier. On ne peut pas vraiment savoir à l'avance. Donc, il faut réanalyser, réajuster et trouver des solutions qui permettent d'atteindre nos objectifs que l'on avait fixés initialement. Merci. Est-ce qu'il existe des méthodes de prédiction ou de tests de monitoring avant de finaliser les travaux, par exemple sur des modèles réduits ou des modèles numériques? Oui, tantôt, j'ai présenté à la première diapo là, du webinaire l'approche de conception. Bien, dans l'approche de conception, normalement, il y a toujours de la comparaison de performance entre différentes techniques, mais à l'échelle réduite.
Ça peut être comparer l'effet de l'épaisseur des couches, comparer si on prend ce matériau-là plutôt qu'un autre matériau. Et ça, on va faire ça dans des modèles réduits. Ça peut être des colonnes qui peuvent avoir entre 15 et 30 cm de diamètre. Ça peut être des cellules expérimentales qu'on va construire sur le terrain où on va contrôler l'ensemble des intrants et des entrants et des sortants. On va placer ça dans disons, dans des conditions contrôlées pour essayer de voir comment ça performe, là, comment le système est efficace. Et là, on parle de 10 mètres par 10 mètres, par exemple, ou 15 mètres par 15 mètres avec des systèmes de récupération d'eau. Donc, bref, oui, normalement, on ne se lance pas directement en vraie grandeur avec tout le risque que ça implique au niveau économique et puis au niveau de performance. On va essayer de valider nos concepts à l'échelle réduite, utiliser des modèles numériques pour représenter ce comportement-là et puis voir l'influence des paramètres, voir la robustesse de notre système. Mais quand on est certain ou quand on est assez confiant que le design que l'on propose va être efficace, bien là, on passe à l'étape de construction. Mais il y a vraiment des étapes préalables avant d'en arriver là pour minimiser le risque, justement, que ça se produise. Donc, une question sur un cas plus concret. Donc, est-ce que vous pouvez identifier quel type de végétation peut aider, par exemple, à éviter la présence des castors dans les sites et cette manière de diminuer les constructions des barrages? Wow! Et des problématiques. En tout cas, si on parle de castors, c'est définitivement, historiquement, un facteur qui a affecté plusieurs sites. Ils ont tendance à s'installer dans des endroits où on ne les attend pas. Et oui, dans le suivi, là, quand on parle de suivi, ça prend un suivi sur place, ça prend un suivi visuel pour s'assurer que, justement, les animaux ne vont pas venir modifier tout le contexte. Et puis, à ce moment-là, ça va influencer la méthode de restauration, la performance. Pour ce qui est des espèces d'arbres que les castors aiment ou n'aiment pas, je vais laisser Marie répondre à ça. J'en ai aucune idée. Je ne suis pas une spécialiste de la faune des castors, mais il me semble que c'est des feuillus qui vont consommer puis utiliser en priorité, donc peut-être des conifères plutôt que des feuillus, mais vraiment là je suis un peu hors de ma zone de confort. Mais c'est une bonne question. Je vais me poser la question moi-même et réfléchir. Bien, merci beaucoup. Donc, dans un autre ordre d'idées, est-ce qu'il y a un moyen d'estimer grossièrement la quantité d'eau pompée dans un recouvrement par la végétation? Par exemple, pour déterminer la contribution à la réduction de la saturation dans une couche de rétention. On peut estimer en fonction du type de végétation. On peut trouver dans la littérature des estimations de l'évapotranspiration potentielle associées à chaque type de végétation, forestière, mixte, plus de conifères, plus de feuillus, un sol nu, un sol agricole avec une monoculture par exemple. Donc ça c'est disponible dans la littérature, ça peut donner un ordre d'idée général de la contribution maximale de la végétation au prélèvement d'eau dans notre système. Sinon, il existe des techniques, on est en train de travailler là-dessus à l'UQAD d'ailleurs avec une étudiante au doctorat, Colline Lamarche, des techniques qui peuvent permettre sur un arbre ou un arbuste en particulier de quantifier, avec des capteurs de flux de sève par exemple, la quantité d'eau qui va transiter par la tige principale puis être perdue par transpiration. Donc là on peut calculer des volumes d'eau perdus par transpiration d'un individu, puis rapporter ça ensuite à une surface plus globale. Sinon, avec des senseurs dans les matériaux de recouvrement, donc teneur en eau volumique, en connaissant la porosité de chaque couche de matériaux, on peut suivre l'évolution des teneurs en eau volumique et calculer l'évolution aussi du degré de saturation, puis voir pendant la saison de croissance, en fonction des parties du recouvrement des matériaux qui sont colonisés par les racines, quelle peut être l'influence de cette colonisation racinaire sur la perte d'eau, la diminution de la teneur en eau volumique et du degré de saturation lié à cette présence de plantes. Mais ça pour
isoler l'effet de la végétation, ça nécessite peut-être d'avoir des capteurs dans des zones sans végétation et des zones avec végétation. Merci. Est-ce que le monitoring de la végétation intègre des mécanismes biochimiques ou chimiques des systèmes racinaires sur le type de restauration? On n'a pas encore travaillé là-dessus, puis à ma connaissance, il n'y a pas d'études disponibles. C'est sûr que la présence de plantes va amener de la matière organique dans les matériaux de recouvrement, que ce soit un enrichissement en surface par de la litière, donc toutes les feuilles, les brindilles qui vont s'accumuler en surface du recouvrement, que ce soit au niveau des racines, avec tout ce qui est exudat racinaire, donc les molécules qui sont excrétées par les racines et qui viennent modifier, en tout cas enrichir le matériau de recouvrement en matière organique. Puis cette matière organique, on sait qu'elle peut avoir un effet sur l'agrégation du sol, donc sur la porosité par exemple. On peut avoir de la matière organique plus ou moins hydrophobe. Dès qu'il y a de la matière organique aussi dans les matériaux, ça attire la faune du sol, les micro-organismes, les champignons, les insectes aussi qui évoluent dans les sols, qui se nourrissent de cette matière organique. Et ces organismes aussi vont modifier les propriétés des matériaux. Donc ça serait nécessaire de creuser la question, puis de faire des études pour caractériser ces effets de la matière organique amenée par les plantes, par les organismes, sur les propriétés des matériaux et faire le lien avec la performance des recouvrements. Et est-ce que la restauration minière est toujours possible, surtout dans les régions plus désertiques? Oui, il existe des techniques pour tous les climats. Donc, on a vu une technique là, de recouvrement isolant pour les climats arctiques. On a des climats tempérés comme les nôtres, où on utilise des techniques qu'on a déjà présentées, soit les techniques de barrière d'oxygène, couper l'infiltration d'eau. Et en climat aride, semi-aride, au mois d'avril, mai, juin, je ne me rappelle plus quand, j'ai fait un webinaire sur ce qu'on appelle les recouvrements de type stockage-relargage. Et ça, c'est particulièrement efficace dans les climats arides, semi-arides. Et à ce moment-là, notre objectif est différent, c'est-à-dire que là, on conçoit les recouvrements pour qu'ils stockent l'eau et la relarguent sous forme d'évaporation dans les périodes sèches. Et ça, c'est des techniques qui sont utilisées dans les pays arides, semi-arides. Mais bref, il n'y a pas un endroit sur la planète où on peut dire, ah ben là, on n'a pas de technique qui existe. Non, à chaque fois, il suffit de bien analyser la situation. Il y a moyen de trouver des façons pour contrôler la génération de drainage mi-acide. Merci beaucoup. Considérant l'horaire prévu, c'est ce qui va terminer cette période de questions. Pour les questions supplémentaires, vous pouvez les faire parvenir par courriel à l'adresse qui s'affiche à l'écran et aussi dans l'onglet discussion là, du webinaire. Un suivi sera fait dans les meilleurs délais. Je vous rappelle que l'enregistrement sera également envoyé à l'ensemble des personnes inscrites et disponible sur le site web des webinaires. Avant de terminer, je vous invite à consulter le site web dès maintenant pour vous inscrire aux activités à venir. D'ailleurs, le prochain webinaire se déroulera le 9 décembre prochain de 11h30 à 12h30 avec la professeure de l'UQAT, Mme Carmen Niculta. Il portera sur les systèmes de traitement passif des effluents miniers. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus, il est possible de vous procurer dès maintenant l'ouvrage dont fait l'objet des webinaires Mines et Environnement, donc disponible en anglais. Vous trouverez l'adresse du lien dans le clavardage. Je vous remercie de votre participation aujourd'hui. Merci également aux professeurs Guitoni et Bussière. Je vous dis donc à bientôt pour le prochain webinaire. Bonne journée.